Alors, bienvenue à cette formation webinaire midi, travailler en situation de crise, pratique efficace de gestion des facteurs humains. Mon nom est Laurent Duchâtel, je suis le directeur du développement professionnel à l'École de santé publique. Il me fait grand plaisir d'accueillir Yamama Tamim, qui est une spécialiste de la gestion des risques et qui va nous faire cette petite présentation. Elle va durer 45 minutes et je vais faire un rappel un petit peu avant la fin de ce 45 minutes pour dire à Yamama de conclure. Et on aura ensuite une période d'échange. Alors, la manière dont on va fonctionner, comme on est nombreux, vous allez tout au long de la présentation, vous pouvez déjà poser les questions à l'avance sur le clavardage. Moi, je vais monitorer. Et à la reprise, donc après 45 minutes, je vais me faire le modérateur des questions ou des interventions que vous aurez faites sur le clavardage, de manière à ce qu'on puisse terminer à midi. Avant de laisser la parole à Yamama, je vais aussi vous inviter à peut-être vous renommer si vous avez utilisé un compte invité, de manière à ce que, au lieu de dire voici l'intervenant ABC, bien, que ce soit votre nom. Donc, pour vous renommer, dans l'onglet participant, vous avez la possibilité de mettre votre vrai nom. Alors, c'est optionnel, bien sûr, mais c'est pour faciliter les interactions. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Yamama. Je vous souhaite bonne formation. Je suis là en arrière-plan pour tout problème technique. Vous pouvez me clavarder. Yamama, c'est à ton tour. Merci Laurent. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'avoir pris de votre temps aujourd'hui de travail qui est vraiment très… je sais que c'est un effort de se brancher pour se donner un petit peu de temps pour soi et j'apprécie énormément et j'espère ne pas vous décevoir. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu des concepts qui ont été développés par le Clinical Human Factor Group, un groupe anglais. C'est un groupe à but non lucratif qui travaille pour assurer et donner des moyens et des outils pour la sécurité des patients. Donc, je ne sais pas parmi vous s'il y en a de ma génération, quand ils vont dire dans le bon vieux temps, c'est des photos en noir et blanc qui vont ressortir, mais en cette période-ci, à Montréal, l'année en 1978, c'était la parade de la Coupe Stanley. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on pouvait entendre et voir, les gens parmi nous, des bruits comme cela. Alors, c'était juste pour vous mettre un petit peu d'ambiance pour commencer. On est tous là ensemble, puis on peut passer à travers ça, puis quelques outils, quelques trucs pour toujours garder la sécurité, assurer la sécurité de nos patients dans ces contextes-là. Ce contexte-là, comment il s'exprime? La pandémie, là, tout le monde la connaît, ce petit virus, de quoi qu'il a l'air. Nos conjointes qui travaillent à la maison, le télétravail, les enfants qui sont à la maison, nos grands-parents, ma tante, mon oncle qui sont dans des CHSLD, les équipements de protection individuelle qui sont là l'avant-midi, qui sont plus là l'après-midi, qui nous disent « Ah, utilisez le masque, non, utilisez la visière, utilisez la 95, utilisez le masque chirurgical ». L'armée qui rentre dans nos CHSLD avec la Croix-Rouge, nous, les Canadiens qui sommes habitués à les envoyer ailleurs, dans d'autres contrées, ben non, ils sont chez nous. Les médicaments, il n'y a plus assez de médicaments, il y a pénurie de médicaments. Est-ce qu'il y a de Propofol? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on utilise un autre médicament? Et dans tout ça, nous, tout seuls, dans notre coin, comment est-ce qu'on peut arriver à passer à travers? Et comment est-ce qu'on peut surtout aussi passer à travers ça avec l'équipe, parce que nous ne sommes pas tout seuls là-dedans. Comment est-ce qu'on peut assurer la cohésion de notre équipe? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'équipe est au courant des dernières consignes, avec des consignes qui n'arrêtent pas de changer du matin, entre le matin et l'après-midi, qui arrivent du ministère? Et comment continuer à assurer notre sécurité et la sécurité des patients dans ce contexte-là? Juste pour faire encore allusion aux équipes, au sport, je suis certaine que
pas mal parmi vous, ils connaissent cette pyramide humaine. Pour la réussir, comme pour réussir tout travail d'équipe, ça prend des années d'expérience. Oui, effectivement, ça prend de l'expertise, mais aussi, mais ça prend avant tout une confiance envers nos coéquipiers. Ce n'est pas seulement l'expérience et la connaissance de comment est-ce qu'on va faire les choses vraiment qui est toujours le plus important. C'est nos comportements qui vont permettre d'acquérir cette confiance-là. Il faut être capable de se parler dans des situations difficiles, dangereuses, de se permettre d'avoir un objectif clair et une visualisation commune de ce qui doit être fait ou bien de ce qui doit être la finalité de nos actions et de notre travail. C'est ce qu'on appelle des compétences non techniques. La communication, la coordination, l'expertise, oui, mais développer cette confiance-là qui est primordiale pour pouvoir passer à travers nos activités. Et surtout, pour ne pas tomber dans cette complaisance, parce que dans la complaisance, si cette équipe-là tombait dans la complaisance, ça va de leur spectacle, ils vont décevoir leurs spectateurs, mais nous, dans notre réseau de santé, ça va de la vie de nos patients et ça va de la sécurité. Donc, quand on parlait de ces autres comportements, c'est ce qu'on appelle des soft skills ou bien des compétences non techniques. Ces compétences non techniques-là, elles sont utiles pour assurer une bonne conscience de la situation qui nous entoure, mais tout aussi assurer une performance individuelle à chacun des membres de l'équipe pour atteindre cette performance collective. Et dans le milieu de santé, comme je vous ai dit, on ne parle pas ici nécessairement de la technique d'intubation, d'analyse de comment faire une procédure technique ou bien comment faire l'imagerie, prendre une photo d'imagerie, mais vraiment on parle ou bien changer des couches parce que oui, ça prend une technique puis ça prend plus. Un médecin spécialiste n'est pas nécessairement capable de changer une couche d'un patient dans un CHSLD. Donc, ici, c'est le leader, ce qu'on parle, un bon leader. Parce qu'une équipe, elle a besoin d'un leader qui soit formel ou informel. On va alors parler de ces compétences de leadership-là. Un bon travail d'équipe où tout le monde travaille en cohésion et en coordination, puis une bonne communication qui est à la base de toute réussite de visualisation d'un but commun pour tout le monde. Donc, autant la prise de leadership que la prise de décision, que la gestion de stress de soi et la gestion de la fatigue qui vont amener à avoir une prise de conscience de la situation qui nous entoure. Tout ça, c'est à développer et tout ça pourra nous permettre à arriver à donner de meilleures chances et de rester en sécurité autant pour nous que pour notre patient. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Il y en a parmi vous, surtout les ergonomes, ils sont très familiers avec cette science. C'est la science des facteurs humains. C'est une science qui appréhende et explore les capacités de l'humain et ses limites face à son environnement, aux outils qu'il utilise, à la technologie qui lui est disponible, aux tâches et aux activités qu'il doit compléter et au processus. Et comme vous voyez, c'est vraiment un cercle parce que c'est autant l'humain, comment il fait face à toutes ces tous ces processus, ces tâches, à tout ce qui l'entoure, et autant ces tâches et ces technologies, ces équipements-là, les nouvelles applications, les nouveaux modules, l'ambiance qui nous entoure, le bruit qui nous entoure, les machines qui n'arrêtent pas de biper, ou bien le processus avec des différents partenaires, comment eux, ils vont avoir un impact sur nous, puis sur notre façon de se comporter devant eux. Donc, cette science des facteurs humains, elle est empruntée au secteur de l'aviation et du nucléaire, qui sont des secteurs à haut risque et où une erreur devient fatale pour un très grand nombre, des milliers et des centaines de milliers de personnes. Elle était moins connue, mais elle a pris beaucoup de l'ampleur et elle prend beaucoup de place dans le réseau de santé, surtout en gestion des risques, puis quand on fait les analyses des événements indésirables, qui nous permet d'identifier de nombreux facteurs contributifs, ce qu'on appelle systémiques, et qui précèdent l'accident.
Donc, ici, on va les utiliser, ou bien ce Clinical Factor Human Group, il les a utilisés en mode prévention, pour aller y piger là-dedans, voir comment éviter les biais cognitifs qui se développent en vue de passer à travers cette crise, ces situations de crise-là qui nous entourent et qui n'arrêtent pas de se répéter. Donc, leur outil s'appuie sur 9 concepts avec des principes, comment je vais passer à travers ça, des témoignages avec des conseils. Puis les témoignages, vraiment, c'est des témoignages pris dans notre réseau avec des personnes proches ou pas proches, parce que j'ai beaucoup de proches qui travaillent dans le réseau, mais aussi plein de collègues. Comme moi, je travaille toujours dans le réseau. Et ça, c'est une activité à côté parce que je ne suis pas encore rendue à la retraite, mais ça sera ça ma job à la retraite. Donc, je profite pour mettre et vous partager ces témoignages-là pour vraiment plus conceptualiser puis toucher plus c'est quoi ces concepts-là. La référence, c'est le CHFG, puis le Patient Safety Database, c'est un groupe français qui, eux aussi, ils ont traduit cet outil qui est en anglais. Donc, le premier concept, briefer l'ensemble de l'équipe le matin avant de commencer le travail, même si c'est rapide et court. Des fois, on a tendance à échapper, à bypasser, à outrepasser cette étape critique-là, mais c'est une démonstration pour tout l'ensemble de l'équipe que la hiérarchie, elle est aplatie, tout le monde est au même niveau. On va en profiter pour se dire, c'est quoi notre plan de soins d'aujourd'hui, pour nommer les nouveaux protocoles, pour expliquer s'il y a une pénurie de tel ou tel équipement, pour dire qui remplace qui aujourd'hui. Est-ce que le nombre d'employés, est-ce que le nombre d'employés est assez pour la charge de travail? C'est quoi notre charge de travail aujourd'hui? Donc, mettre tout le monde sur un même plan et une même vision partagée pour la continuité de la journée ou bien pour ce qui va se dérouler. Le concept préférable au début d'une période de travail peut avoir lieu à n'importe quel moment afin de partager le même modèle mental et vous savez peut-être ce qu'il faut faire, mais vos collègues, est-ce qu'ils le savent? N'en faites pas une hypothèse, voyez censure et confirmez. Un témoignage à ça, c'est une unité de soins intensifs où ils sont habitués à se partager les communications. Puis ça, j'étais vraiment bien surprise. Leur chef d'unité, elle partage des fois l'information sur la page Facebook, via courriel, via un petit mémo et via ce fameux tableau blanc qui n'est pas si blanc que ça des fois, comme vous pouvez le constater. Puis je pense que pas mal parmi vous, ils ont cette expérience-là de ce cafouillis de communication sur le tableau blanc. Bon, c'est une infirmière de soins intensifs pédiatriques qui travaille son chiffre de soir. Donc, il commence, c'est de 7 à 7. Et à 7 heures, il n'y a pas de gestionnaire. Donc, c'est à qui veut prendre ce leadership informel puis passer des messages. Cette journée-là, on savait que, oui, effectivement, il y a eu un rappel sur les réchauffe-sang ou bien ce que vous appelez les réchauffes liquides et ils avaient besoin d'un réchauffe-sang et on était à la recherche. On les trouve dans la salle des infirmières, la salle de repos des infirmières, mais ils étaient comme emballés avec un petit sac en dessus. Puis, il y avait cette petite note-là que vous pouvez voir en plein milieu, « Hotlines are back ». Pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne travaillent pas les réchauffe-sang, il y en a deux sortes, il y a deux marques, le Hotline et le Ranger. Et sur cette unité de soins, il y a le Hotline et le Ranger. Donc, quand on a dit les hotlines are back, le vocabulaire utilisé dans cette unité de soins, le hotline représente tous les réchauffe-sang. L'infirmière novice, une infirmière jeune, elle a lu hotlines are back. Ah, bizarre, les réchauffe-sang, ils sont dans la salle de repos des infirmières. Elle va en prendre là. L'infirmière qui me fait le témoignage, elle dit, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est que moi, je me rappelle aujourd'hui, on parlait, puis j'ai reçu un petit texto de ma maman qui est en gestion de risque qui me dit « Hey, faites attention, il y a un rappel sur les réchauffe-sang. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur votre unité? » On fait des petites investigations, puis effectivement, le lot
des réchauffants qui étaient dans la salle de repos n'était pas celui qu'on devait utiliser, c'est celui qu'on devait mettre de côté. Et les réchauffants qu'on pouvait utiliser, ils étaient dans une autre salle, la salle habituelle où on stocke, la salle de stock, où le matériel prêt pour utilisation était là. Donc, on comprend un bon briefing où on apporte tous les changements majeurs sur l'unité de soins aurait pu éviter tout ce micmac-là, un téléphone à 11 heures, à minuit le soir pour savoir quel réchauffant on pourrait utiliser. Il n'y a pas eu d'incident grave, tout s'est bien passé. Donc, d'autres conseils pour briefer l'équipe: convenez des protocoles de communication clairs pour éviter toute ambiguïté et faciliter les réponses. Veillez à la clarté des rôles de chacun, qui fait quoi, comment et que fait-on s'il arrive de quoi. Et convenez d'un moyen de partager les préoccupations ou inconforts. On arrête. Comment, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe, où est-ce qu'on va, à qui on va parler et de quelle façon on va le dire? Est-ce qu'on arrête, on fait un message par intercom? Comment est-ce qu'on va le passer? Et faites un briefing idéalement avant de revêtir votre équipement de protection individuelle. Ça, c'est les gens qui les utilisent, ils savent de quoi je parle, avec toute la difficulté de s'entendre parler derrière masque, visière et tout le bruit des équipements, puis des ventilateurs et assistés et tout, c'est vraiment là, chapeau pour pouvoir réussir à entendre. Le deuxième concept, agir de façon consciente et libérée. Agir de façon consciente et libérée en cas de stress, ça veut dire, c'est pas ça veut dire, on est conscient que l'anxiété et le stress poussent à agir rapidement dans les situations simples. La situation actuelle, elle n'est pas simple, elle est complexe, mais nous sommes primés, notre cerveau est primé à agir immédiatement parce qu'on a fait des processus dans notre tête, dans la psychologie, on a des processus simplifiés où on va tout de suite agir parce qu'on a tout de suite la solution, et surtout quand on voit des situations, quand on est dans une situation de crise ou bien d'événements majeurs devant nous. On doit prendre un instant pour réfléchir à ce qu'il faut faire et surtout être conscient qu'on est armé pour agir rapidement en cas de stress, mais cette armature-là, des fois, elle nous fait défaut. Et l'exemple qui suit va pouvoir vous permettre de comprendre de quoi je parle. C'est un médecin qui est en salle de réanimation. Pas en salle de réanimation, dans le département d'urgence. Il y a un patient qui est suspecté COVID qui rentre et vraiment, il ne va pas bien. Il doit être transféré immédiatement en salle de réanimation. Ce médecin-là, il me dit, je m'énerve, la tension monte autour de moi et je n'avais pas conscience que ma fureur, puis le fait que j'étais en train de presser le monde, de ce que ça pouvait avoir comme effet. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'une infirmière, elle est rentrée dans la salle de réanimation sans aucune protection individuelle. L'apprentissage que ce médecin a fait, il a dit, j'aurais dû être plus calme. La personne, le personnel, cette infirmière-là était une experte, elle savait, c'est pas une novice. Elle savait qu'elle ne devait pas prendre ces risques-là, mais il a été conscient que qu'est-ce qu'il lui il a fait, qu'est-ce qu'il a créé comme ambiance, comment ça a pu agir. Et dans des briefings, il s'est excusé. Ils sont revenus sur l'incident et ils sont donné des moyens et des trucs pour pouvoir aller ensemble en équipe. Puis tantôt, on va l'aborder aussi, comment est-ce que l'équipe peut s'entraider pour pouvoir éviter ces situations où la personne, elle ne fait plus attention à ce qu'elle est en train de faire. Donc, des conseils pour agir de façon consciente et délibérée. Respirer profondément, compter jusqu'à 10. Utiliser une tâche telle que revêtir son équipement de protection individuelle pour faire une pause, parce que j'ai entendu, ou bien on entend aussi, on lit qu'il y a des gens qui peuvent rester 4-5 heures dans les zones chaudes, sans passer aux toilettes, sans boire, déshydratation. Ça, c'est autant la responsabilité de chacun de nous, mais aussi la responsabilité de l'équipe autour de se prendre en charge et de veiller, et surtout le gestionnaire qui, lui, m'a demandé une pause à l'équipe. Il doit s'occuper de son équipe. Son leadership, c'est autant prendre sa place dans ça et non pas seulement donner des consignes et suivre s'ils sont appliqués ou pas, mais vraiment de prendre en soin son équipe. Poser des questions ouvertes
Que se passe-t-il selon vous? Quelqu'un qui aurait pu poser une question à l'infirmière, qu'est-ce que tu fais? As-tu conscience de ce que tu fais? Donc, agir pour prévenir. Je vais prendre une petite pause à respirer. Bon, Laurent, tu me dis hein, comment ça se passe, parce que moi, je suis comme déconnectée, je suis Il n'y a dans aucun un biais de problème, Diana. tunnelisation. Il n'y a aucun problème. Il te reste une bonne vingtaine de minutes. Très Et pour bien. l'instant, il n'y a aucune question sur le clavardage, mais les participants peuvent déjà anticiper s'ils ont des questions ou des commentaires et on y reviendra à la fin de ta présentation. D'accord. Puis j'apprécierais énormément si ils peuvent te partager des commentaires, si ça va pas bien, puis pour que je me réajuste le ton, la vitesse et comment que ça se passe. Alors, ils t'ont entendu. Ils peuvent faire des commentaires sur l'onglet Conversation. D'accord. Merci beaucoup. Donc, diriger, ça c'est un conseil pour le leadership. Diriger en étant ouvert et inclusif pour des scénarios en évolution rapide. Et non seulement pour des leaderships, mais aussi, je passe ce message, par exemple, à des gestionnaires aguerris, à des personnes qui sont en autorité, à des médecins qui, eux, ils pensent, mais ils sont aussi en place de le penser, que c'est à eux de sauver des vies. C'est eux le sauveur. On n'est plus en mode sauveur. Là, des fois, comme vous pouvez voir maintenant, ce qui se passe le plus ici chez nous à Montréal, là, je me mets toujours dans notre contexte à nous. À Montréal, c'est plus les CHSLD. Ici, on est plus en accompagnement, on n'est plus des sauveurs. Donc, comment est-ce que s'assurer qu'on peut tous inclure toutes nos équipes, tous nos partenaires, tous nos collaborateurs? Poser des questions d'abord, savoir avoir le input, diriger ensuite. Écouter l'expertise basée, qui sait ce qui se passe maintenant? Parce que oui, on peut tous savoir comment ça doit se passer, mais pour le moment, comment est-ce que c'est sur le terrain? Combien de patients ont mangé? Combien de patients ont bu? Combien de patients sont sur ventilation assistée? Combien on doit sortir de cette ventilation? Combien doit sortir de la salle de réanimation? Pour en savoir plus, écoutez des informations provenant des différents soignants, paramédicaux et médicaux pour évaluer les menaces et les risques d'erreur. Donc, autant quand on dit paramédicaux, médicaux, puis j'aurais pu mettre comme exemple aussi les personnes qui s'occupent de l'hygiène et de la salubrité, les personnes à la sécurité, qui sont très importants pour le moment, autant dans des cliniques COVID que dans les hôpitaux, sur les portes des cliniques, qui, eux, vont s'assurer de la sécurité des gens à l'intérieur, puis des gens qui rentrent aussi dans les établissements. Tout ce monde-là, on doit tous s'écouter puis écouter ce qu'ils disent. Un exemple, un témoignage que je peux vous partager, c'est un médecin dans un hôpital local de Montréal. Il est aux soins intensifs. Et dans ces soins intensifs-là, à la salle de réanimation, ils ont inclus les préposés. Ils ont les préposés dans leur activité de réanimation. C'est eux qui doivent qui donnent le massage cardiaque, le massage thoracique. Et oui, pour ceux qui nous entendent puis qui disent que des médecins changent des couches à la place des préposés, mais il y a des préposés qui rentrent dans des salles de réanimation pour aider les experts, inhalo, intensivistes et infirmières, cliniciennes, pour faire ces massages cardiaques. Sauf dans cette période-là, les préposés des retraités, ils sont mis sur la tâche sans être entraînés. Cet intensiviste-là, il nous partage, il dit, durant les activités, puisqu'on sait qu'on ne les a pas entraînés comme il faut, je vais leur dire, presse moins fort, presse plus fort, va plus vite, va prendre ta pause, parce que c'est des gens tellement, ils sont venus en volontariat, des gens retraités, et ils veulent juste aider, et des fois, ils s'oublient eux-mêmes, et ces médecins-là, ils ont réalisé que oui, les préposés étaient importants, il faut simplement leur montrer le comment faire, les guider à travers ça. Et ce concept-là, ce témoignage-là, il va autant pour ce concept 4 d'inclusivité que pour le concept 5 de prendre soin puis de l'empathie que je vais vous passer tantôt.
Donc, il dit, ces nouveaux membres ne savent pas comment réaliser adéquatement, nous n'avons pas eu le temps de les former, il n'y a pas eu de simulation, il n'y a pas eu d'entraînement, alors on assure une surveillance plus étroite de leurs actions et on les guide pour pouvoir passer à travers nos activités. Donc, d'autres conseils, poser des questions ouvertes avant d'agir. Que pensons-nous ce qui se passe? Que devons-nous faire? Concentrez-vous sur ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que vous êtes en train de voir, l'activité qui est en train de se faire, le massage, et non pas prendre la personne en tant que son titre, qui elle représente, mais vraiment l'activité qui se fait pour pouvoir rester dans cette inclusivité-là. Le prochain concept, c'est aider le personnel qui n'est pas familier avec cette activité de travail-là. Donc, comme on a dit, les nouveaux membres de l'équipe, retraités, personnel ne travaillant pas dans le même service, ou même les soldats qui rentrent maintenant, ou des bénévoles, des étudiants, tout le monde, ils ne sont pas habitués comment ça fonctionne dans la section. Ils peuvent se sentir mal préparés ou en insécurité dans des environnements qui leur sont inhabituels. Donc, assurez-vous pour prévenir ça, pour prévenir ce sentiment d'isolation puis d'incapacité, qu'il y ait des protocoles qui sont clairs, qui sont bien écrits, que des pratiques et des équipements sont bien expliqués, sont compris aussi. Donc, ne pas poser la question « Avez-vous compris? » mais peut-être « Répétez-moi comment est-ce que vous allez le faire. Répétez-moi c'est quoi l'activité ou le geste que vous allez poser. » Et non pas seulement poser « Avez-vous compris? Est-ce que quelqu'un a une question? » juste pour le principe de leur demander s'ils ont bien assimilé la tâche. Si le temps le permet, donnez aux nouveaux membres du personnel la possibilité de s'entraîner en utilisant la stimulation. Donc, quelques conseils, soyez aimable et empathique. Oui, il y a toujours le moment pour être empathique avec ses collègues, empathique envers son équipe. Expliquez le pourquoi des choses sont faites et de manière spécifique. Utiliser des checklists, un nouveau concept, le concept 5, utiliser des checklists. Ce n'est pas aussi nouveau que ça. Tout le monde qui a travaillé, qui travaille, ou bien on est tous passés par l'agrément, par l'accréditation. On sait de quoi qu'on parle quand on parle des checklists de chirurgicaux ou ailleurs. Les aides cognitives pour réaliser les tâches. Après avoir agi, on vérifie le résultat. Puis quand on dit ça, on vérifie le résultat, c'est pas on vérifie, par exemple, quand on va mettre un oxygène en marche sur un ventilateur, on va aller vérifier le débit. On ne va pas vérifier seulement si l'interrupteur a été mis en marche. Donc, ce n'est pas le processus que je vais vérifier ou ce qui est lié, mais vraiment le résultat. Qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce que je m'attendais que l'action que j'ai faite devait faire? Comme dans les CHSLD, quand je donne à manger au patient, il doit avoir fini de mastiquer, il va avoir fini de ce qu'il a dans la bouche avant que je le laisse puis que j'aille ailleurs. Sinon, c'est la suffocation qui va lui arriver. Comme pour le ventilateur, si je ne vérifie pas le débit puis je dis comme une pompe à perfusion, si je ne la vérifie pas, son débit, ben, ça a beau être branché, puis si ça ne donne pas le bon débit, tout mon travail n'a pas donné l'efficacité qu'il devait donner ou n'a pas donné le résultat qu'il devait donner. Donc, essayez d'éviter les interruptions de tâches car elles facilitent considérablement les erreurs. Ça, les infirmières qui préparent les médicaments, elles peuvent s'identifier à ça facilement combien de fois, puis toutes les mesures qu'on a essayé de mettre en place, les jaquettes fluorescentes, le petit coin délimité, tout ça, là, comment faire tout pour éviter d'avoir ce moment lors d'une activité à risque de prendre ce retrait-là. Et aussi de se munir de checklist qu'on va dire « OK, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, j'ai fait ça et j'ai réussi à passer à travers toutes les actions requises. » Faites en sorte que chaque action soit délibérée et réfléchie. Aussi, on s'arrête et on vérifie. Si on est interrompu et si on nous arrête, si on est interrompu, on s'arrête carrément et on prend tout notre processus, à savoir est-ce qu'on a oublié quelque chose ou on a omis quelque chose. Sixième concept, encourager les membres de l'équipe à s'exprimer. Et ça, c'est quand on parle de la peur de hiérarchie, la peur de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dire,
la peur de la rétroaction, que nos collègues, ils vont porter un jugement sur notre capacité de travailler comme il faut. Ça aussi pour éviter, pourquoi les gens parler, pourquoi inviter les gens à parler, à s'exprimer, pour éviter ce biais ou bien cet effet pervers que la majorité a raison. Parce que la majorité silencieuse, ce n'est pas vrai qu'ils sont tous d'accord. Alors, s'il vous plaît, encouragez tous les membres du personnel à faire part de leurs préoccupations, ainsi que les patients si possible. Là où on est sur cette unité où les patients sont capables de verbaliser et ils sont aussi dans des conditions qui leur permettent de comprendre ce qui se passe autour d'eux et de vous partager leurs inquiétudes et ce qui se passe. Un faible degré d'autorité facilite la prise de parole des jeunes ou des nouveaux membres. Par exemple, s'assurer que tout le monde a été présenté par son prénom et garantir un contact visuel quand on parle avec les gens. L'équipe et le collectif va vous permettre d'éviter le biais cognitif, toute la cacophonie et la tumulte qui nous entoure. Un outil que j'aime bien, ça c'est mon témoignage personnel que j'essaie d'utiliser dans mes communications en tant que gestionnaire de risque, qualité, puis même responsable maintenant qualité dans les laboratoires. Il est très important, puis si vous pouvez le disséminer, il a été développé par le AHRQ, le Team STEP, développé, là le CPSI l'a adopté chez nous, le Canadian Patient Safety Institute. Quand on dit « je suis préoccupé »,« je suis mal à l'aise », c'est une problématique de sécurité. Habituer les gens à utiliser, à prendre la parole avec ces 3 mots pour dire c'est quoi qui les préoccupe, qu'est-ce qui les met mal à l'aise et qu'est-ce qu'eux, ils voient un problème de sécurité. Le COS, moi je l'appelle le COS, ça me permet à moi, quand j'ai devant moi un collectif, un groupe qui trouve tous que les actions, des validations, des vérifications qui doivent être faites, ça prend du temps, puis on n'a pas le temps de passer à travers ça, ou bien que moi, j'arrive pas à me sentir que je suis entendue, je prends le retrait puis je dis « voici, je vais vous partager quelque chose ». Et je vous dis que ça marche pas mal de temps, puis les gens réussissent à nous écouter. D'autres conseils pour encourager cette prise de parole, remercier, ne rabaissez pas quiconque qui pose une question et donnez explicitement la permission à tout le personnel de faire part de ses préoccupations. J'aime le sport, hein, vous voyez, je ne suis pas sportive, mais j'aime regarder le sport. Donc, ces 2 joueurs de basket là, qui est là, monstrueux, puis l'autre qui est tout petit devant lui, ils sont 2 joueurs de basketball reconnus, puis qui gagnent autant d'argent l'un que l'autre et qui font autant de shoot l'un que l'autre et qui réussissent leur carrière et à travailler. Donc, c'est pas... puis, bon, je continue. Des fois, quand on est seul, on se parle tout seul. Le 7e concept. Tout va très bien. Donc, les gens font des commentaires très positifs. Il y avait déjà une question pour tout à l'heure, mais ils disent que c'est clair, le rythme et l'explication sont clairs. Donc, tu peux continuer. Il te reste encore une dizaine de minutes. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Un 7e concept, reconnaître les facteurs limitant les performances. Les bons membres de l'équipe, on dit, ils sont ceux qui ont conscience du stress de leurs collègues. Ils se soutiennent émotionnellement tout en partageant leur charge de travail. Soyez attentifs au stress qui affecte la performance, la fatigue, les soucis, le comportement agressif des autres, comme notre médecin de ce matin plus tôt, la maladie, le bruit, les distractions et la faim. Et quand je dis quand on donne des pauses, c'est ça, la faim, la soif, ils sont vraiment des signaux que vous pouvez, vous n'allez pas voir des signaux de ça, mais évitez que ça n'arrive, que vous perdez des membres de votre équipe qui sont précieux de cette façon-là. Une équipe de pharmaciens, oui, une équipe de pharmaciens pour prévenir un conflit potentiel. Et ça, des fois, vous allez être surpris. Oui, c'est une équipe de pharmaciens et de ATP. Les ATP, c'est les assistants techniques pharmaceutiques.
Donc, on peut dire, ah ben c'est une équipe homogène, ils sont dans leur petit coin, ces pharmaciens-là, ils ont juste à préparer les médicaments, de quoi qu'ils se plaignent. Comment ça, il va y avoir des conflits chez eux? Ils sont tous des pharmaciens. D'habitude, ça vient avec les différentes cultures, avec différentes professions, différentes responsabilités. Mais oui, eux, ils l'ont vu venir. Oui, ils ont différentes cultures, ils ont différents schèmes de présentation, des problématiques qui peuvent surgir. Les ATP, vu leur formation, qui ont une formation de 1 an pour les préparer à travailler dans un environnement qui n'est pas comme l'environnement qu'on vit aujourd'hui, des pharmaciens qui doivent dealer chacun qui apporte son bagage personnel, son mari qui est à la maison, comme je vous ai dit tantôt, l'autre, sa grand-mère qui est à l'hôpital, une autre qui ne peut pas rentrer chez elle, qui doit rester dans un hôtel. Oui, donc, tout chacun apportant ces bagages-là, chacun apportant son schéma de présentation des événements, du contexte qui l'entoure, de la situation, comment il le voit, ça peut apporter des conflits. Et ils ont créé un code de vie. Oui, un code de vie, et j'étais vraiment fascinée. Donc, ce code de vie, tout le monde l'a signé. Son but étant de maintenir un environnement propice à la concentration, s'entraider et offrir de l'aide pour le bien du patient et des collègues, faire preuve d'ouverture envers les autres, respecter l'horaire du travail. Et apparemment, ils sont à leur 4e semaine et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté les conflits, mais ils peuvent les abaisser plus tôt, plus vite la tension en se ramenant à ce code de vie-là. D'autres conseils pratiques pour prévenir les situations stressantes, rappelez-vous de faire une pause, on revient toujours à ça, respectez les horaires et assurez-vous que le personnel oui. Oui, je pense que je me suis répétée dans ma tête. Et donner explicitement la permission à tout le personnel de faire part de ses préoccupations. Le debriefing en équipe pour tirer les leçons et les expériences. Le debriefing, c'est pour revenir à la fin de la journée pour dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qu'on a appris de notre leçon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, une chose qu'on ne devrait plus répéter, par exemple, un équipement qu'on ne doit plus utiliser parce qu'il ne fonctionne pas bien. Cette marque de blouse qu'on nous a amenée aujourd'hui, elle ne s'attache pas, elle n'arrête pas de se détacher, puis on doit manipuler avec nos mains gantées, puis nous retoucher les vêtements. Donc, prendre ce moment-là de fin de journée pour apprendre de ce qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas bien fonctionné, puis qu'est-ce qu'on peut mettre, et surtout aussi de remercier les gens. Donc, nos expériences, on dit que nos expériences influencent l'état d'esprit dans lequel on est, en particulier les erreurs qu'on pense avoir commises et qu'on voudrait verbaliser puis partager avec les autres. À la fin d'une garde, faites un debriefing ou un débriefage. C'est bizarre, hein, parce que les Français disent debriefing, puis nous, au Québec, on dit débriefage. Je ne l'ai pas utilisé parce que ce n'est pas encore trop à la mode. Et partagez vos impressions et vos réflexions afin de permettre l'apprentissage et le maintien d'un bien-être mental. Donc, toujours on parle de cet apprentissage technique, mais aussi de ce bien-être mental qui vont l'un à côté de l'autre, qui vont ensemble. Affichez les mesures de soutien disponibles et consultez les moyens de diffusion pour pouvoir aider le personnel. Ça, c'est un témoignage d'un médecin dans une unité de soins intensifs, un patient en détresse respiratoire et une patiente qui a besoin d'intubation. Juste avant de donner la sédation, l'intensiviste réalise qu'il n'y a pas de membrane dans le tube endotrachéal. La procédure est arrêtée, le temps d'aller en chercher un autre et elle a été reprise. Le patient, il n'y a pas eu d'impact sur le patient ni sur la procédure. Ici, le médecin, l'intensiviste ne s'est pas énervé. Ils sont calmement arrêtés et tout repris comme il faut. Ils ont fait un débrief. Durant ce débrief-là, ils sont retournés. Ils ont vérifié qu'est-ce qui en était. Le médecin a expliqué l'importance du membrane dans la réalisation. Il n'a pas juste dit « Ah, il faut… ça n'a pas d'allure, il faut que vous ayez tous les équipements et tout le matériel en place, non. Mais vraiment, il s'est assis avec l'inhalothérapeute et il a vu qu'il manquait une checklist. Vous vous rappelez, un de nos concepts précédents, c'était de faciliter le travail via une checklist. Et il n'y avait pas de checklist. Des fois, on a des checklists où on a des éléments manquants. Une fois dans ma vie, j'ai vu une checklist d'un chariot de code où il n'y avait pas de téléphone.
Et pas de téléphone sur cette checklist-là a fait que le téléphone qui était préprogrammé avec tous les numéros des unités ou des services ou des personnes était pas fonctionnel lors d'un code. Et croyez-moi, juste un téléphone qui manque, et c'est pas les cellulaires qui manquaient, mais c'était juste ce téléphone-là qui manquait, ben, ça a fait perdre à cette équipe-là quelques minutes précieuses. Là aussi, je parle juste, j'amène des exemples pour être positive. Aujourd'hui, des exemples où les patients ça a bien été et les patients ont survécu. Donc, l'importance d'une checklist et le debrief où on réalise comment on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut s'ajuster et s'améliorer, pas pour l'événement tout seul, mais pour la suite aussi. Maman, oui, il te reste 5 minutes. Très bien. Là, j'arrive. Donc, on pose des questions ouvertes et on partage les sentiments et les réflexions. Le 9, dans ces 5 minutes-là, c'est vraiment l'intégration de tout ce qu'on a dit. Puis ça, si vous me permettez, c'est un témoignage que j'ai reçu, que je vais vous lire, vraiment carrément lire celui-là. Tout le personnel, rappelez-vous que tout le personnel est sous pression, autant les gestionnaires, le personnel des soins que les bénévoles et volontaires. Il n'aura peut-être pas la formation exhaustive ni l'expérience pour faire face à cette situation. Les membres de l'équipe peuvent se tourner vers vous pour obtenir des idées, un soutien et pouvoir avoir des points de vue différents sur des problèmes que vous ne percevez pas ou bien que vous avez perçus puis qu'ils en ont une autre opinion. Et quand on parle d'intégration, quand je parle de penser l'équipe de soins au sens large, ce concept-là l'a pris vraiment juste au niveau micro. Moi, je le prends au sens large aussi, macro, et vous allez comprendre à partir du témoignage que je vais vous partager ici. On parle de, là je vais donner, c'est un nom fictif, Julie, qui m'envoie son témoignage pour une clinique COVID. Elle est responsable d'une clinique COVID. Elle nous raconte, l'enjeu le plus évident pendant cette pandémie, selon moi, est la communication. Les gens veulent passer à l'action sous pression du ministère, de leur direction, etc., mais ne prennent pas le temps qu'il faut pour bien planifier les actions. Ceci engendre souvent du travail en double, de la frustration des travailleurs, des erreurs et surtout du travail non nécessaire qui aurait pu être prévenu s'il y avait eu une meilleure communication. Prenons par exemple le dépistage COVID. Il est fait par des cliniques fixes à l'externe et par des équipes mobiles à l'externe. Les dépistages massifs se font sous tension et tout le monde qui écoute les nouvelles et à midi avec M. Legault puis Dr. Arruda, ils savent de quoi qu'on parle, cette tension-là, cette pression-là pour faire plus. Le dépistage n'est pas une tâche facile, elle nous raconte. C'est une tâche complexe. Oui, c'est pas juste insérer les couvillons puis envoyer ça au laboratoire. Il y a plusieurs activités impliquant plusieurs travailleurs pour permettre les usagers soient contactés dans un délai raisonnable et qui reçoivent les consignes nécessaires pour se protéger, protéger le proche et protéger le public et la communauté. Que devons-nous faire pour protéger le personnel qui fait ces dépistages, le personnel de laboratoire et le personnel des services de transport qui manipulent ces prélèvements? Que faisons-nous pour faire parvenir les résultats aux patients rapidement afin qu'il ne propage pas le virus dans sa communauté en allant faire son épicerie ou bien le personnel du laboratoire en manipulant les prélèvements? Nous devons parler, elle nous dit, avec les experts de plusieurs par département et services pour s'assurer que le travail que nous le faisons bien et que nous ne mettons pas nos collègues en danger. Aussitôt qu'il y a un bris de communication entre les services, que ce soit du personnel de la clinique, du personnel faisant la livraison des prélèvements au labo, du personnel de laboratoire, des sergifs, de la sécurité, des infirmières faisant le suivi avec les patients, tout ce processus est à risque. Il y a des gens qui vont dire, mais on n'a pas le temps, ça prend du temps. Et ces gens-là, je leur dirais, pas plus de temps que d'être obligé de faire une recherche pour rejoindre un patient qui s'est fait dépister et qui attend parce qu'on n'a pas pris son numéro de téléphone. Donc, il devra se soumettre à un autre dépistage pour ce patient-là si on arrive à le rejoindre ou bien quand il arrive qu'il appelle une semaine ou 2 semaines plus tard. Puis s'il est sorti durant ce temps-là, vous pouvez comprendre ce qui s'est déjà passé. En bout de ligne, elle nous dit qu'est-ce qui prend plus de temps, qu'est-ce qui serait plus efficace et qu'est-ce qui diminue le risque aux autres usagers au public. Elle dit c'est la communication. Je lui ajoute, Julie, c'est la collaboration, c'est faire la confiance envers nos experts. C'est ce qu'on dit quand on veut parler de l'intégration de nos services, l'intégration. Donc oui,
comment est-ce qu'on peut mettre en application ce dernier concept-là, d'écouter puis d'intégrer tout le monde. C'est vraiment en permettant la parole et en les écoutant, pas seulement écouter, mais entendre ce qu'on nous dit. Conseil, écoutez les questions et les problèmes que les membres de l'équipe soulèvent à un niveau micro. Ils peuvent disposer d'informations cruciales. Soutenez votre personnel et les collaborateurs dans la réalisation des activités. Écoutez leurs préoccupations, que ce soit concernant le contact avec les patients ou bien de la difficulté d'assurer les services. J'aime beaucoup ce que James Friesen nous a dit. Pour moi, c'est le père des facteurs humains, puis toute l'approche de l'erreur systémique. Nous ne pouvons changer la condition humaine, mais nous avons la capacité, chacun de nous, à changer les conditions sur lesquelles les humains travaillent. Ici, je vous récapitule dans cette slide-là les 9 concepts. Mention spéciale à M. Martin Bromley, qui est le fondateur du groupe de Clinical Human Factor Group. Puis, je vous conseille vraiment d'aller voir ça, le YouTube. C'est un événement qui est arrivé avec sa femme, qui est décédée, et que lui, il a décidé, c'est un pilote, et qui a décidé de partir ce groupe-là bénévolement. Il y a les docteurs Frédéric Martin et François Lelin, cofondateurs du groupe Facteur Humain français, des intensivistes, je ne sais pas comment ils trouvent le temps pour faire ces activités-là, en plus de leur travail. Aussi, pour apprendre un peu plus sur les sujets, je vous ai mis des séries de podcasts, séries de webinaires, des références. Le Team Steps Canada, qui a beaucoup plus que le COS comme outil de communication. Et surtout, chers collègues, pour prendre soin de vous, l'INES a fait un très beau document sur le COVID-19 et la détresse psychologique et la santé mentale du personnel. Allez le consulter, c'est un bon outil. Pour moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir donné ces minutes précieuses de votre temps. Et rappelez-vous que la sécurité de votre patient passe par votre sécurité. Merci à tous. À toi, Laurent. Merci beaucoup, Yamama, pour cette belle présentation. Pendant qu'elle est là, je te suggère peut-être de revenir sur les 9 consignes qui donnera peut-être des inspirations, voilà, sur les 9 concepts. Alors, on a quelques minutes à notre disposition. Je vais me faire le modérateur. Donc, simplement, dans les commentaires qui ont été faits précédemment, il y avait Linda Dufresne qui nous rappelait que la validation du résultat est essentielle et pour certaines situations, nous rappelle-t-elle, la double vérification indépendante est indiquée dans les meilleures pratiques. Donc, donc je pense Merci, Linda. D'accord, oui, vous faites bien de le mentionner, Linda. J'ai Tibri01 qui pose la question: comment amener un employé qui n'a pas conscience du stress vécu par ses collègues à la développer, cette conscience? Développer une conscience chez quelqu'un, c'est très difficile. C'est parce qu'on ne peut pas se mettre dans sa tête. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des outils où on va interpeller ces gens-là, on va laisser parler, donner la parole aux gens, de verbaliser leur frustration, d'impliquer cette personne, de la laisser verbaliser elle-même. Parce que ce qui peut arriver, c'est que cette personne-là, elle se pense, puis quand il y a un biais, mais je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le nom du biais, qu'on se pense des super-héros, puis qu'on détient toute l'information. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire le miroir avec les autres. Donc, c'est vraiment par la parole, en incitant à parler de bord et d'autre, que ça va faire ressortir cet élément-là d'insouciance par rapport à ce que ses collègues sont en train de vivre. Si quelqu'un a d'autres solutions, ben, qu'il l'écrive et qu'il nous le partage. Oui, tout à fait. J'ai Tibri01, je suis désolé, je n'ai pas votre nom complet. Vous pouvez activer votre micro pour peut-être réagir à la réponse de Yamama? En fait, merci beaucoup. C'est Brigitte, mon prénom. Oui, ben voilà. C'est ça. Oui, mais écoutez, vous mettez un petit peu le doigt sur le bobo, je pourrais vous dire, par rapport à... C'est ça, j'ai quelqu'un en tête là, quand je vous posais cette question-là. Et effectivement, ce que j'en entends, c'est de lui permettre d'entendre ce que les autres autour, à l'intérieur, vous parliez briefing. Là, nous,
à la clinique communautaire, on s'assure d'avoir des rencontres très régulières depuis le début de la crise avec toutes nos équipes. Et j'en ai une justement cet après-midi avec mon équipe. Donc, c'est de lui permettre d'entendre ce que les autres vivent par rapport à ce qui se passe, aux activités ou aux multiples consignes et recommandations qui se changent de façon régulière. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage et je vous conseille aussi d'aller consulter le guideline des Team Steps. Il est en français, traduit par le CPSI. Okay. Et quand on utilise des outils qui sont plus des bonnes pratiques, des meilleures pratiques scientifiques, ça vous dégage aussi pour vous mettre un petit peu en recul de la situation et qu'il la prend plus personnellement. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je rajouterais, puisque je suis spécialiste du leadership, que parfois, il y a des gens qui peuvent être ramenés un petit peu à la conscience des autres lorsque la hiérarchie intervient. Donc, il peut y avoir aussi un accompagnement des instances supérieures pour tout simplement, très délicatement, amener la personne à développer cette conscience-là. Alors, on a aussi Vladimir Guriev. Difficile de faire le débriefing dans une situation du manque de temps aigu, fait-il part. Quelle est ta réaction, Yamama, par rapport à ça? À ce moment-là, choisir le debriefing, je comprends très bien que nous sommes en temps qu'on n'a pas du tout le temps, mais peut-être choisir un élément de la journée qu'on a appris ou bien qu'il faut corriger et dire merci avec ce mot-là. Je pense que le temps de dire merci en se déshabillant, merci beaucoup tout le monde. Il y a cet élément-là qu'on a appris. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose qu'on doit corriger pour demain? Toujours amener les gens, cette question ouverte pour les amener à partager quelque chose qui va nous aider le lendemain, qui va aider l'équipe de soir. Ça, moi, je dirais un élément, pas plus. La stratégie des petits pas. Aurélie Grasse pose la question, est-ce que le briefing, c'est la même chose que le rapport sur les patients que les infirmières reçoivent au début de chaque quart? C'est deux choses différentes. Parce que le briefing, ça, c'est pris par un leader informel ou formel qui, lui, a les consignes générales. Comme je vous ai dit, par exemple, le manque de matériel. Le manque de matériel, c'est général pour toute l'unité. Le nombre de personnel manquant, ça, c'est le gestionnaire ou bien celle qui s'occupe vraiment de la liste du personnel, de l'horaire qui va le savoir. Donc, c'est deux choses différentes. Le plan de soins d'un patient est différent que le plan de soins de l'ensemble de l'unité. S'il y a d'autres questions, clarifications, elle peut encore écrire. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Donc, j'invite les participants à en faire sur le clavardage ou alternativement, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, à tout simplement prendre le micro et de la poser, cette question-là. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui doivent quitter. On avait dit qu'on terminait avant 1 heure, mais il y a des témoignages de remerciements. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup pour ce très pertinent webinaire. Excellente présentation. Donc, un concert d'éloges. Je mentionne toujours, en attendant que s'il y a d'autres questions, que Yamama Tamim a généreusement mis sur pied ce séminaire de manière spontanée. Elle le fait bénévolement et elle nous a demandé, dans sa grande générosité, de mettre l'enregistrement et les diapositives à la disposition du grand public. Donc, cela sera fait sous peu. Vous l'aurez par le fait que vous êtes inscrit, mais ça sera disponible. Et l'idée de base, c'est de diffuser l'information au plus grand nombre. Puis moi aussi, je te remercie, Laurent, et puis je le remercie vraiment à l'Université de Montréal d'avoir accepté. Toi aussi, tu l'as fait bénévolement. Et l'université m'a permis de vraiment de me donner ça, parce que je sais que nous, ici, à Montréal, ben, au Québec, c'est très rare les présentations en français. Moi, je m'en vais piger ailleurs. Mais un jour qu'on va reprendre le dessus là-dessus ensemble, puis on va avoir plein de petites rencontres face à face pour pouvoir tout partager toute notre expérience puis toutes nos connaissances et ce qu'on a appris durant cette pandémie-là puis cette crise-là. D'accord. Il y a deux questions pendant que les témoignages de remerciements continuent d'arriver. Alors, j'ai Dorna Ramani. Le témoignage sur la communication était très intéressant. Merci pour le partage. Au CIUS de l'Ouest de l'île, nous avons des équipes locales de pandémie extraordinaires avec un représentant de chaque direction pour chaque installation.
Ces rencontres interdisciplinaires, dis-je, permettent de communiquer quotidiennement et agir rapidement. Quelles autres pratiques sont bénéfiques pour la communication à distance durant la pandémie? La communication à distance, ce que j'ai réalisé, les appels conférences, je te dis, c'est pas très, très efficace parce que ça ne donne pas le visuel. J'ai beaucoup aimé les Zooms et tout quand je rencontre les mondes, même quand je suis en pyjama puis que je les vois, celle-là, ça apporte une autre dimension. Parce que dans un des conseils, parler avec les gens en les regardant. Donc, si on peut ramener au moins une rencontre sur deux, une rencontre sur trois, que l'on soit visuel d'une façon quelconque, c'est très important. Il y a aussi les groupes de travail avec maintenant le Google Work. Il y a tout cet ensemble où on peut travailler sur un même document en même temps. Ça aussi, ça rallie les efforts qu'on est tous dans la même chambre virtuelle. Merci beaucoup. Une dernière question, elle est pour d'autres questions à venir. On nous demande comment on peut te rejoindre si tu acceptes d'autres questions. Est-ce qu'on passe par l'adresse UDP ESPOM ou on te contacte directement? J'ai mis mon adresse courriel sur la présentation. Donc, c'est une invitation à te rejoindre directement par courriel? Et s'ils veulent rejoindre l'université, je ne sais pas si vous offrez ce service-là. Oui, je ne ferai que le relais. Non, j'ai mis mon adresse courriel. Ils peuvent vraiment m'envoyer à mon adresse courriel. Puis, je suis aussi sur le Outlook du réseau de santé. C'est des questions qui ont lien avec le travail, ça ne me dérange pas. Mais il y a aussi mon adresse courriel personnelle qui est sur la présentation. D'accord. Alors, effectivement, mais merci beaucoup, Yamama. Donc, vous aurez compris que sur la présentation PowerPoint qui est disponible déjà sur la plateforme d'inscription, vous avez les coordonnées de Yamama qui pourra répondre à vos questions. Écoutez, on s'était promis de le faire dans l'heure. Yamama, merci beaucoup. Présentation extrêmement disciplinée, visiblement qui répond à un besoin. Considérant les commentaires et le nombre de participants. Discipliné parce qu'on respecte, mais vraiment à la seconde près, le temps imparti. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et puis sûrement la possibilité de mettre en application ces 9 concepts que tu nous as gentiment données pour qu'on puisse mieux gérer le facteur humain au sein des organisations. Merci beaucoup, Yamama. Merci à vous tout le monde et bon courage. Merci et bonne journée. Donc, la présentation sera disponible sous peu pour le grand public. Pour l'instant, vous l'avez. L'enregistrement également sous peu et je vais aussi le rajouter très prochainement. Alors, merci et bonne journée à tout le monde.